Mais dans les dernières informations du jour, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Dominique de Villepin. On parle de l'affaire des statuettes qu'il a reçues lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et qu'il a ensuite conservées. Annonce du procureur de la République financière. Mais pourquoi est-ce le procureur le procureur de la République financière? Pourquoi est-ce le PNF qui s'occupe de cela? Ça, c'est... Parce que le PNF, c'était pour des affaires qui devait être a priori beaucoup plus importante. Là, c'est important moralement. Voilà. Je veux dire que, normalement, si on était dans une justice, dans une administration saine, c'est le procureur de la République de Paris qui devrait attribuer, ouvrir les informations préliminaires. Hein. Mais là, on sait maintenant que le parquet financier se saisit quand l'affaire a un caractère spectaculaire. Théâtral, médiatique, voilà. Alors ils s'attribuent l'affaire, ils ont une compétence, hein, et ils ont un déclenchement de compétences personnelles. Hein. Pierre Marissev, directeur de l'Institut pour la justice. Qu'est-ce qui fait que c'est le PNF et pas une autre institution judiciaire? Gilbert Collard l'a dit, c'est quand les affaires ont un grand retentissement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'affaire Fillon, la défense, je ne sais pas si c'était la réalité, mais en tout cas la défense d'Éric Dupond-Moretti, qu'il avait faite au journal de France 2, je crois. Il avait dit que toute l'arnaque de cette affaire-là, de l'affaire Fillon, c'était que le parquet national financier, selon Éric Dupond-Moretti, l'avocat, donnait des informations aux journalistes qui du coup donnaient un retentissement à l'affaire et qui du coup donnaient une compétence au parquet national financier. Oui. Donc effectivement c'est très flou, les affaires qui ont un fort retentissement c'est assez flou, le parquet national financier il peut se saisir de plein de choses, il y a une espèce de concurrence entre les parquets, c'est très très simple. Il a autorité dans ces cas-là, il est prioritaire, c'est un parquet national donc il peut se saisir, mais si un autre parquet avait voulu se saisir... il n'aurait pas pu, il serait dessaisi. Il serait dessaisi. C'est ça que les uns et les autres qui nous écoutent, je pense qu'ils comprennent assez mal ce fonctionnement. On va se compléter. Bon. Normalement, le procureur de la République de Paris ou de Marseille ou de Lyon, peu importe, décide d'ouvrir une enquête préliminaire avant qu'on désigne un juge d'instruction. Ça, c'est depuis Sarkozy. Et ça a été un malheur pour la justice, à mon avis. Hein. Un vrai malheur. Bon. Maintenant, comme il y a des parquets qui ont une autonomie d'autorité, notamment en matière de terrorisme, notamment en matière de délits financiers, ils peuvent s'auto-saisir indépendamment du procureur, mais avec son accord, bien évidemment. Alors, ça se passe en général sur un coup de téléphone. Hein. C'est ça, exactement. Le ministre. Voilà. Qui va décider. Le procureur vous informe qu'il y en a le procureur, comme il sait que c'est une affaire qui va être médiatique, il broche pas, il laisse faire. Et puis, il y a une... Mais ce que vous disiez sur les informations fournies par... Moi, je l'ai vécu. Dans l'affaire du City of Poros. C'est une lointaine affaire de terrorisme. C'est le parquet antiterroriste de l'époque qui manquait d'affaires, qui m'avait téléphoné. Et là, je dois dire que j'ai appris un truc auquel je ne pensais pas. Et il m'avait téléphoné, j'ai encore le nom du parquetier, en me disant « Mais pourquoi vous déposez pas une plainte entre nos mains ?» Bien que le crime ait été commis pas loin de la Grèce. Hein. Je dis, mais pourquoi Il me dit, oui, on l'apprend tout de suite, on ouvre, on instruit, et on travaille ensemble. Moi, je l'ai vécu. Et j'ai le nom du magistrat. Bon, il est 16h10, c'est toujours intéressant d'avoir des professionnels de la profession comme vous, puisque vous nous donnez les coulisses parfois de ce type d'affaires. Donc l'enquête a été ouverte mardi. C'est Marceau le proc, voilà, j'ai retrouvé son nom. Ah oui, bon, écoutez, le mime. C'est un Marceau qui parlait, c'est ce que j'allais vous dire. Parfois, il y a des... Bon. Cette enquête a été ouverte mardi des chefs de recel de détournement de fonds publics et de toute infraction connexe, et on rappelle qu'il a reçu des statuettes. Oui. Pas des statuettes d'ailleurs, des statuts. Il n'avait pas le statut de président, il a la statuette. Oui. Il faut quand même être méfiant sur le timing. Alors il y a le complément d'enquête qui a été fait, mais quand on voit Édouard Philippe, quand on voit Dominique de Villepin, à chaque fois avec le PNF en toile de fond. François Fillon à l'époque. Évidemment, la jurisprudence François Fillon. Je parle même pas de ce qu'ils ont fait à Nicolas Sarkozy. Moi, je suis très méfiant. Et il faut être totalement égalitaire, peu importe l'étiquette politique. Et le politique qui se retrouve dans l'œil du cyclone à la veille d'une élection présidentielle où il va être candidat, tout comme Édouard Philippe. Voilà. Certains, c'est au lendemain. Parce que vous avez vu Emmanuel Grégoire, là, c'est au lendemain de l'élection. J'entends ce que vous dites. Il n'empêche, je découvre des pratiques
qui ne sont pas convenables. Que M. Dominique de Villepin accepte des cadeaux dont il connaît le prix, il se sent d'ailleurs tellement coupable qu'il les rend immédiatement lorsque c'est public. Mais dans ce cas-là, c'était convenable pour François Fillon d'employer sa femme et de recevoir des costumes de Bourgie. On va rester sur l'affaire Villepin. Il faut une égalité, moi, dans ces cas-là. Non, mais Gauthier a raison. On ne peut pas être tolérant pour François Fillon et intolérant pour Dominique de Villepin. J'entends ce que vous dites, mais on va rester simplement sur M. Villepin. Un Premier ministre en exercice... Ministre des Affaires étrangères. Voilà. Il a été Premier ministre. Oui, mais là, il était dans l'affaire qui nous concerne, il est ministre des Affaires étrangères, il n'est pas Premier ministre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'un homme de ce niveau-là, qui aspire à être président de la République, accepte des cadeaux aussi importants et nous explique aujourd'hui qu'il ne savait pas d'où il venait, comment il venait, que c'était des cadeaux, alors que chacun sait que ce type de cadeau coûte 100 000 € aujourd'hui, et ça coûtait évidemment très cher. C'est toujours pareil, tu ouvres le capot et tu découvres des pratiques qui sont parfaitement inadmissibles. Je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, je trouve ça choquant. Ouais. Je trouve ça choquant. Oui, mais là, il n'est pas condamné, Dominique de Villepin, donc moi, je ne suis pas pour le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il est présumé innocent. Mais je suis d'accord avec vous. On peut être choqué dans ce cas-là de l'affaire Fillon, on peut être choqué... Mais non, c'est tout. D'abord, on peut être choqué de l'affaire Fillon, et vous avez parfaitement raison. Et moi, je note le timing à chaque fois. Alors, on peut être choqué de Marine Le Pen et des assistants parlementaires. Mais c'est pas la même chose, justement. C'est des histoires judiciaires. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Il y a, dans l'affaire de Rassemblement National, il n'y a aucun enrichissement personnel. C'est simplement des assistants qu'on travaille. Quand vous faites payer le majordome par l'argent du Parlement européen... C'est de l'argent économisé quand même. Ça n'a rien à... je vous donne mon avis. Après, mais chacun... ça peut choquer les Français aussi. Pascal, là où il a raison quand même, c'est que chaque fois qu'on a un homme politique qui devient candidat, comme par hasard, il a un érésipel judiciaire. Évidemment. Plus personne ne va vouloir être candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde, dans tout ce qu'on dit là autour de la table, peut s'entendre. Mais je vous donne mon modeste avis. Non, mais il comprend aussi. Je vous donne mon modeste avis. Moi, j'ai 61 ans, j'ai jamais fait une fausse facture. Mais alors pourquoi vous êtes plus choqué par Dominique de Villepin? Je peux pas vous dire autre chose parce que ça se fait pas, en fait. Pourquoi vous êtes plus choqué par Dominique de Villepin que par François Fillon, par exemple? Ah, mais on avait été très dur sur François Fillon. Moi, je me souviens, à l'époque, si vous réécoutez les bandes, on avait été très sévère sur la capacité à recevoir des costumes. Et quel est le point commun entre Dominique de Villepin et François Fillon? Ils vont tous les deux se présenter bientôt. Non, il s'appelle Robert Bourgi. Oui. Et au bout d'un moment, il en a peut-être marre de donner la parole à Robert Bourgi, qui a flingué François Fillon et qui décide de flinguer Dominique de Villepin. Mais je vais vous dire quelque chose, je fais juste une parenthèse. Moi, j'ai des costumes, je les paye. J'ai une voiture, je la paye. Je vais à l'hôtel, je paye. Je suis au restaurant, je paye. Dès que quelqu'un veut m'inviter, je dis non. Je dis non, toujours et tout le temps. Moi qui voulais vous inviter. Mais non, non. Et j'invite tous les gens qui ont un petit poil. Je vois notre ami Gauthier qui est un jeune journaliste, je l'invite à faire pareil. Oui, Gauthier. Voilà. Je crois que vous avez dit m'inviter au restaurant. Oui, je l'invite à faire pareil, à ne recevoir aucun cadeau de personne. Même de ma femme? Votre femme, c'est un cadeau, déjà. Mais voilà, non, mais c'est vrai. Vous refusez les cadeaux? Je refuse tous les cadeaux. Je refuse tous les cadeaux. Les gens qui veulent, mais tous les gens, je leur dis non, je suis désolé, je dis mais pas. Pourquoi D'abord, c'est pas par crainte ou par non. C'est un mélange de tout. D'abord par de tempérament, et puis ensuite t'as pas à recevoir de cadeaux. Tu peux voilà. Et effectivement, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il convient d'être un peu prudent. Et puis on est suffisamment comment dire attaqué. Attaqué, mais on a les moyens de payer une chambre d'hôtel ou un costume que je. Parce qu'on vous propose souvent, par exemple, de vous offrir des chambres d'hôtel, des costumes, Non mais ça m'intéresse. Non, mais parfois vous avez des gens qui peuvent effectivement vous aborder, vous proposer des choses. Venez faire un petit voyage. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, on me propose des trucs comme ça. Comment? Moi, on me propose régulièrement. Bien sûr. Comme ça. Par exemple, des invitations, vous refusez aussi les invitations dans des concerts ou non, là, quand t'es invité au théâtre, tu y vas. Ah non, Roland Garros, là, t'es invité. Bah oui, c'est une invitation. On paye pas ton billet, quoi. Comment? Non. On paye pas son billet dans ces cas-là. Là, t'es invité, c'est autre chose. C'est pas un cadeau, c'est une invitation. C'est une invitation. Quand on est invité chez toi, on paye. Bon. Non, mais ça n'a rien à voir. Et la réponse est oui. Bon, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, parce que tout ça est quand même pas très intéressant. Bon, on a terminé avec Dominique de Villepin. Moi, je découvre quand même des pratiques.
Je sens que vous allez être insupportable aujourd'hui. Il y a des jours, mais un enfant, je sens que vous allez être... Et plus je vais vous dire d'être insupportable, ça vous excite en fait. Je suis professeur, vous êtes en... Pascal, vous m'excitez. Oui. Ça n'était jamais arrivé de ma vie. Il a été sage l'autre jour. C'est votre dernier jour à Paris, là? Oui. Oui, c'est toujours pareil. Ça fait 3 jours, vous sentez le Nîmois, donc vous allez... il y a la feria à Nîmes maintenant. Ah oui, il y a la feria ce week-end. Il y va à Nîmes. Je sais qu'il va dans un quartier qui craint un peu. Non. Je suis inquiet pour sa sécurité. Non, arrêtez. Non, je suis dans un très bon quartier. Vous avez quoi? Vous avez une maison, vous, à Nîmes? J'ai un appartement qui est à côté de la maison carrée. Un tout petit appartement, modeste. Un tout petit appartement, mais je croyais que vous viviez avec toute votre famille. Mais j'ai un mas à côté. Ah oui, c'est ça, il y a un mas, comme vous dites. Et pourquoi vous vivez dans l'appartement et pas dans le mas? Parce que le mas, il est dans un petit village qui s'appelle Galician, qui est à 20 km de Nîmes. Et quand il y a la feria, je préfère être à Nîmes. Voilà, parce que on boit de l'eau, beaucoup d'eau. On va se croiser, Gilbert, alors. Bon. Oui. Alors, l'autre info du jour, qui est incroyable d'ailleurs, 16 personnes de l'école Saint-Dominique à Paris, c'est en plein 7e arrondissement. Incroyable. Et je connais assez bien cette école, pour tout vous dire, puisque mes enfants, en maternelle, ils sont allés il y a 25 ans. Je la vois très bien, les rues Saint-Dominique. 16 personnes de l'école Saint-Dominique à Paris ont été placées en garde à vue aujourd'hui, dans le cadre... Mais c'est absolument sidérant. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est pas 16 personnes du périscolaire, c'est peut-être d'autres personnes qu'ils veulent interroger, j'imagine. Dans le cadre des différentes enquêtes préliminaires sur notamment des violences sexuelles présumées dans le périscolaire. Le parquet de Paris a ouvert des enquêtes pour de possibles violences de différentes natures dans un total de 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches, avait précisé dimanche la procureure de Paris, Laure Bécaud. Alors, nous sommes d'accord que le périscolaire, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'à 25 ans, il n'y avait pas, par exemple, toutes ces assistants ou assistantes autour du périscolaire. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été mis en place. Ça n'existait pas pour vos enfants? Je pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a eu des dispositions de vouloir rajouter une demi-journée, je crois, ou une journée en plus à l'école, et il a fallu trouver du personnel, et le personnel n'était pas des enseignants, mais ce qu'on appelait du périscolaire. Tout ça, par exemple, le périscolaire n'existe pas dans toutes les villes de France, parce qu'on n'a pas pu trouver du personnel. Je ne crois pas dire de bêtises. Non, vous ne dites pas de bêtises, non, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le péril scolaire, on va le chercher souvent auprès de personnes qui n'ont pas forcément les compétences, ni les qualités requises, parce qu'on manque de personnel. Enfin là, on n'est pas sur un problème de compétences, on est sur un problème de réseau pédocriminel qui s'est donné visiblement le mot au vu du nombre. Et donc, vous posiez la question sur les 16 personnes, donc 16 personnes de l'école Saint-Dominique, donc elles sont toutes évidemment de l'école, et plusieurs du périscolaire qui étaient déjà suspendues pour des faits en lien avec des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel sur des enfants. Déjà avant d'être embauché avant d'être en garde à vue. Suspendu avant d'être en garde à vue. Alors ce qui est intéressant, c'est que si depuis 20 ans ou 15 ans que les premières affaires sont sorties de ceux qui sont en contact avec les enfants, il y a eu l'Église, il y a eu le sport et il y a eu l'éducation nationale. L'Église a fait son ménage, la première, et elle l'a fait seule. Et ce n'était pas facile, parce qu'elle a été accusée, en danger. Et on s'aperçoit qu'effectivement, là où les enfants sont présents, ça attire un type de personnalité, en l'occurrence des grands pervers, qui venaient dans l'église, dans le sport et dans le périscolaire pour de mauvaises raisons. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils se sont donné le mot en disant c'est facile d'être recruté par la mairie de Paris pour le périscolaire parisien, ils vérifient rien, ils vérifient pas les casiers judiciaires, ils vérifient pas les compétences. Donc est-ce qu'il y a eu un réseau? Quand vous voyez le nombre, on est à 70 animateurs suspendus, la moitié pour des faits d'agression sexuelle. Là, on a 16 gardes à vue pour une seule école, potentiellement des dizaines de petites victimes. Donc est-ce qu'il y a eu un réseau qui a infiltré l'enseignement public parisien? Mais à chaque fois également que j'entends ce type de nouvelles, je me dis aujourd'hui ça sort, mais il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était la même chose. Vous parliez tout à l'heure avoir été dans les écoles de Marist. J'imagine que dans toutes les écoles... J'ai jamais rien vu de J'ai une théorie à ce sujet.
Je partage ma petite théorie à ce sujet. J'ai discuté. Alors vous savez, l'Institut pour la justice, on lutte contre le laxisme directeur judiciaire. de l'Institut pour la justice. Voilà, on lutte contre le laxisme judiciaire. On estime que ça crée l'insécurité. Et j'avais discuté de ce sujet-là et de notre combat avec un prêtre qui était responsable de la formation des séminaristes. Et il avait eu une réflexion très intéressante. Il m'avait dit, j'avais fait toute l'histoire de l'évolution du laxisme judiciaire, qui a commencé dans les années 70, 80 et qui a empiré. Et il me disait, c'est amusant, la justice ecclésiale, c'est la même chose. La justice ecclésiale, à partir de mai 68, a commencé à être extrêmement laxiste, à ne plus vouloir punir les prêtres de tout un tas de raisons, hein, pour ceux qui ne commettaient pas toujours des abus, mais qui prenaient une concubine, qui prenaient, etc. etc. Et aujourd'hui, dans Paris, moi j'ai des échos très clairs de certains prêtres qui ont des concubines, voire des religieux, etc., etc. Donc le laxisme, ça crée les problèmes. Et le laxisme, vis-à-vis de la pédophilie, souvenez-vous des années 60-70 dans lesquelles Libération pouvait faire une pétition en faveur de la pédophilie, mais je pense que ça a créé un climat qui a créé plus d'abus. Et j'ajoute que L'Abandon, le film L'Abandon, je ne sais pas si vous l'avez vu les uns les autres. Vous l'avez vu ? Oui. 200 000 spectateurs en une semaine. On est mercredi, il est pile sorti il y a une semaine. Il est porté notamment par un bouche à oreille exceptionnel, une note de 9,2 sur 10. Canal+ a financé ce film à hauteur d'1,5 million et c'est un film qui a coûté 5,5 millions. L'Abandon avec Antoine Reynatz. C'est un film qu'on avait vu dans Anatomie d'une chute, qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, Gauthier, mais c'est vraiment un film. Anatomie d'une chute, qui est un bon film. Très bon. Mais 2023. Exactement, 2023, de Justine Triet, qui avait eu la Palme d'Or. Oui. Et L'Abandon est donc un film qui part, pourquoi pas, vers le milieu. En tout cas, faut l'espérer. Il est 16h34. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Sarah Salman, Gilbert Collard, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Pour égrener toute l'actualité, les commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat ne se sont pas opposées à l'arrivée à la tête de la Banque de France d'Emmanuel Moulin, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Une majorité des parlementaires des deux chambres s'est prononcée contre la nomination de ce proche du chef de l'État. 58 voix contre, 52 pour. Mais en vertu des règles, il aurait fallu que les 3/5 des suffrages exprimés soit défavorable pour entraver la nomination. Il doit sa nomination de justesse aux voix du Sénat où il a récolté 12 voix contre et 27 pour, tandis que les députés ont été plus sévères. Alors c'est formidable parce que Monsieur Moulin, il est quand même associé à la Bérésina française. Directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Exactement. Donc, il est associé à la Bérésina française. Il était avec Emmanuel Macron. Et ces gens-là, en fait, il n'y a jamais aucune sanction. Ils sont nommés ils sont toujours recasés quelque part au poste. Et ça, pour le coup, ça peut choquer les Français. Alors, en plus, le problème, c'est pas tant Emmanuel Moulin, parce que ça serait Emmanuel Moulin, ça serait Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Le problème, c'est Emmanuel Macron, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, qui décide de tout verrouiller, parce que ces gens-là, évidemment, seront en poste pendant les 5 prochaines années, donc pendant le prochain quinquennat, que Marine Le Pen soit présidente de la République, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Gabriel Attal, que sais-je. Donc ils vont contrôler, et évidemment, en fonction de l'étiquette politique, par contre, là, ça change la donne, parce qu'ils joueront le contre-pouvoir. Si c'est Marine Le Pen demain, Richard Ferrand, il ne se comportera pas de la même manière que si c'est Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Et pareil pour toutes ces institutions. Alors en plus, il y en a certaines qui ne servent strictement à rien et qu'on pourrait totalement supprimer. Je ne parle pas forcément de la Banque de France, évidemment. Mais à quoi ça sert d'être gouverneur de la Banque de France ? Je voudrais qu'on me dise à quoi ça sert. Strictement à rien. C'est un titre honorifique. J'ai interrogé notamment le professeur Sulzer, l'ancien doyen de la fac de droit de Dauphine. Je lui ai posé la question, parce que je me suis posé la même question que vous. Mais c'est quoi la Banque de France ? Il me dit il sert à rien. Mais c'est quoi la Banque de France ? Depuis qu'il y a l'Union européenne, c'est une institution administrative de surveillance, de régulation, de contrôle. Elle fait quoi ? Elle fait rien, rassurez-vous. Non mais ça, j'ai pas. Non mais regardez, elle contrôle, elle surveille, elle régule. Mais elle régule quoi ? Elle régule rien, mais elle observe les cours de la bourse, elle observe. Ces 3 grandes missions sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie, traitement du surendettement. Donc en gros, elle fait des rapports. Elle fait des rapports comme la Cour des comptes fait des rapports. Mais on sait ce qu'est payé le gouverneur de la Banque de France. Il est bien payé. Et on sait combien de personnes travaillent à la Banque de France. 8810 salariés.
En équivalent temps plein à la fin de l'année 2025. Non, mais j'imagine que s'il y a 8500 personnes à la Banque de France payées par l'État, j'espère que ça sert à quelque chose. Moi, quand je viens ici, je suis vraiment rasséréné parce que votre naïveté est juvénile, elle est bleuâtre, elle est belle. Pourquoi bleuâtre? Parce que c'est le bleu du ciel. C'est le Claudel qui disait ça. Oui. La Banque de France gère quand même nos réserves d'or. Hein. Ah oui, tu parles. Gérer les réserves d'or, ça veut dire quoi? S'assurer qu'il y a bien de l'or. C'est très fatigant comme métier. Mais d'ailleurs, ça m'amuse toujours cette affaire de réserve d'or parce que à 26 000 € bruts par mois. Oui, mais attends, il faut qu'il y aille tous les matins. Bon, la réserve d'or. Oui, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour un SMIC. Oui, mais je plaisante. La réserve d'or, ne la réveillons pas. Mais ce qui m'intéresserait moi, beaucoup, l'or, monseigneur. Non, mais ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que cette réserve d'or. Il en manque une. Pardon ? Il en manque une. Oui, vous êtes par définition. Moi, j'aimerais bien d'abord la visiter, cette réserve d'or, parce que c'est, paraît-il, exceptionnel. Elle est à moins 20 mètres. On peut la visiter ? Peut-être que le gouverneur nous entend. C'est exceptionnel. Évidemment, il y a un sujet tous les 5 ans, donc on plonge dans cette réserve d'or. Elle est à moins 20 mètres, visiblement, du côté du Louvre, de mémoire. Je crois qu'elle est. Du Louvre, c'est parfait. Il me semble que. C'est bien gardé. Donnez le point GPS. Si elle est du côté du Louvre, on est rassuré. Il n'y a pas de fenêtre cette fois. Mais à chaque fois que, évidemment, je suis pas spécialiste de tout ça, mais je me dis, mais pourquoi on ne l'a, puisque nous avons effectivement des déficits abyssaux, pourquoi est-ce qu'on ne la vend pas, tout simplement, puisque cette réserve ne sert à rien? C'est une force économico-diplomatique importante. Voilà, monsieur Sèvres, il y a des réponses à cela. Expliquez-nous. Non, mais je ne suis pas un expert du sujet, mais l'or est un métal beaucoup moins... N'importe quelle personne normale, elle prend un petit peu d'action, un petit peu de cash, donc d'euros et un petit peu d'or. Vous savez le montant de ces réserves? Non, je ne connais pas le montant, ce sont les milliards, j'imagine. Le montant est l'équivalent de la dette, peut-être. C'est possible, vous avez raison. Mais donc, on pourrait rembourser la dette. Mais il y a plein de questions. On en a beaucoup vendu ces dernières années, je crois. Ces 20 dernières années, les réserves d'or françaises ont pas mal baissé. Oui, ça a vendu. Mais certains, d'ailleurs, imaginaient, il y a des choses qu'on pourrait vendre, pourquoi pas beaucoup de biens non utilisés. Des biens tout à fait prestigieux qu'on pourrait vendre. C'est ce qu'on appelle vendre les bijoux de famille. Ça ne nous sert pas à grand chose. Non, mais je pose la question, je ne sais pas, mais cette réserve nous sert à quoi concrètement? On a une levier diplomatique. Voilà, c'est un levier. En fait, c'est une crédibilité. Les États-Unis avaient quasiment la totalité des réserves d'or mondiales. Ils ont été l'empire américain et c'est eux qui ont fait la pluie et le beau temps jusqu'à. Bon, en tout cas, sur cette commission des finances, est-ce que ce sera politiquement, ça veut dire que des gens, par exemple, des LR ont voté Écoutez, les LR, faut jamais rien attendre d'eux. J'ai à côté de moi Pierre-Marie Sèvres. Vous savez ce qu'ils ont fait, les LR? Il y avait une proposition de loi au Sénat qui visait à expulser automatiquement les étrangers qui faisaient des rodéos urbains drogués ou alcoolisés. Bon, proposition de loi. Le Sénat est très majoritairement à droite. Donc normalement, ça devait être une formalité. Eh bien, les LR, ils avaient piscine. Et donc la gauche était majoritaire. Et pour les LR qui étaient présents dans l'hémicycle, il y en a qui ont voté pour cette proposition de loi avec l'expulsion automatique des délinquants étrangers qui font des rodéos urbains sous drogue ou sous alcool. Mais il y en a une partie qui se sont abstenus, Pascal. Soit ils sont pas là, soit ils s'abstiennent. Et donc la gauche qui était à ce moment-là majoritaire dans l'hémicycle, alors qu'elle est minoritaire au Sénat, ils ont réussi à bloquer cette proposition de loi. Bon, est-ce que vous vous rendez compte le détail, parce qu'on en a parlé ce matin sur l'antenne de CNews, et ça nous intéressait beaucoup de savoir qui voterait pour qui. Et Jacques Serret d'Europe 1 avait soulevé le lièvre d'une certaine manière, qu'il y avait une sorte d'accord secret entre Gérard Larcher, pourquoi pas, et la Macronie pour s'échanger des postes et pour accepter M. Moulin. Je trouve que ces petits enragements entre amis et que ça mériterait. Il faut savoir qu'Emmanuel Moulin, il vient de la droite, il a travaillé avec Nicolas Sarkozy, donc ça peut aussi expliquer tout cela.